Le burn-out n'est pas réservé aux salariés, c'est ce que nous allons voir avec le docteur Alexandre Philippone, ophtalmologue installé à Fort-Calquier et fervent défenseur du bien-être au travail. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide des ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir à d'autres modèles d'exercice que celui basé uniquement sur le volume. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, on est parti. Aujourd'hui, mon invité, le docteur Alexandre Philippone, ophtalmologue à Fort-Calquier. Salut Alex. Salut Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, merci à toi d'être là. Un sujet un peu différent et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Le bien-être au travail. D'ailleurs, pour t'avoir rencontré il y a quelques années lors d'un audit un petit audit sur ton cabinet, ça te représente bien. Ça ne m'étonne pas du tout que tu t'intéresses à cette question-là. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Eh ben, écoute, moi je m'appelle donc Alexandre Philippone, j'ai 41 ans, j'ai fait mon internat à Lyon, un assistanat à Rennes, et puis je suis retourné m'installer près de ma famille, près de mes origines, à Fort-Calquier, donc dans le sud-est. Euh, voilà, j'ai fait un parcours vraiment pas forcément très classique parce que j'ai commencé mon internat par la santé publique, tu vois. Justement pour m'intéresser à quelque chose de plus large en fait, et plus large que la consultation, plus de l'organisation au sein des structures et des systèmes de santé. Et puis après, bah, je me suis rendu compte que finalement, les systèmes de santé, c'était bien, mais que le cœur de métier me passionnait quand même beaucoup plus. Et donc, je suis très vite retourné sur la clinique. Euh, et puis, donc, orthopédie, puis ophtalmologie. D'accord. Tu as une spécialité particulière au-delà de la cataracte, j'imagine? Bon, bah, je fais beaucoup d'enfants, en fait, je fais beaucoup de pédiatrie. Puisque là, moi, je suis dans un désert médical, en fait, donc je dois un peu tout faire, et donc j'ai beaucoup de patientèle qui est une patientèle pédiatrique, quoi. D'accord, très bien. Et du coup, c'est quoi ton organisation? Tu as un petit cabinet, tu es dans un centre, explique-nous. Alors, justement, moi, je porte un cabinet tout seul, parce que, ben, justement, je subis le fait d'être en désert médical. Donc, je suis seul dans mon cabinet avec une secrétaire, une assistante, euh, et, euh, et je passe sans arrêt d'imaginer, en fait, d'autres organisations avec ben, plusieurs secrétaires, plusieurs assistantes, ou alors, au contraire, pas du tout de secrétaire ou pas du tout d'assistante, en fonction un peu des moments. Donc, je questionne beaucoup, en fait, la manière de travailler, parce que finalement, ben, justement, la réflexion que je me fais, c'est ben, finalement, c'est quoi le sens de mon métier? Comment est-ce que je le vis le mieux? Comment est-ce que je préfère le faire? Et c'est des questions, tu verras, qui sont assez. Les questions sont simples, mais les réponses sont vraiment pas faciles à trouver. D'accord. Alors du coup, on en vient au sujet hein, de cette interview. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au bien-être au travail chez les ophtalmos? Eh ben, écoute, moi j'ai fait un burn-out en 2019. Et donc, justement, parce qu'il y avait à un moment une perte de sens complète au niveau de mon travail. Je ne savais plus vraiment pourquoi j'étais là, je ne savais plus vraiment pourquoi je faisais des choses. J'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de pression de la part des patients, de la part des salariés, de la part de tout un système, en fait, dont j'arrivais pas à sortir. Et ma seule manière d'en sortir, en fait, a été de lâcher et de ne pas arriver à continuer. Donc, j'ai eu de la chance parce que c'est un burn-out qui a quand même duré que 6 mois. Et 6 mois qui m'ont vraiment permis de remettre en place un petit peu ben, ce que j'aimais pas et l'ordre dans lequel je voulais faire les choses. Euh, donc, à partir de là, si tu veux, j'ai réouvert le cabinet sans personne. Donc, j'étais tout seul dans le cabinet et je me suis aperçu qu'en fait, un cabinet tout seul, ça roulait très bien, que c'était très simple et que les gestions étaient beaucoup plus légères. J'ai revendu mon matériel qui me coûtait une fortune, qui me mettait du coup une pression sur les épaules qui était monstrueuse, que j'arrivais plus à assumer. J'ai revendu ça et j'ai racheté du matériel d'occasion, pas cher, mais qui du coup m'allégeait énormément la conscience, on va dire, ou en tout cas le stress, ce stress financier. D'accord. Et donc j'ai commencé avec personne, tout seul, et puis ensuite je me suis dit que bah, une secrétaire c'était pas mal pour m'aider.
Et en fait, j'ai reconstruit le cabinet avec l'envie de m'aider, sans culpabiliser du fait que euh, l'organisation que je crée doit d'abord m'aider moi, en fait. Elle doit m'aider moi à suivre mon but. Donc, si mon but, c'est voir beaucoup de patients, ben, mon organisation doit m'aider à voir beaucoup de patients. Et tout ce qui ne m'aide pas, finalement, eh ben, je suis obligé de le foutre en l'air parce que ça va me nuire au fur et à mesure. Et donc, ça va nuire à ma mission. Et donc, ça va nuire à l'estime que j'ai de moi vis-à-vis du remplissage de ma mission. Donc, ça va me décoller de mon travail, ça va me décoller de mes buts. Et à la fin, ben, je repère de sens. Donc, j'ai toujours essayé de reprendre en collant à ça, en disant, finalement, j'ai le droit, dans les choix que je fais, d'être extrêmement égoïste, en disant, ben voilà, moi j'aime ça, j'aime pas ça, et ben je prends la voie que j'aime. D'accord. Vraiment une Et c'est remise à plat suite au mur, quoi. suite au mur, ouais, exactement. Suite au mur et voir que on n'arrivera pas à franchir le mur, surtout. D'accord. Et en gros, du coup, comment est-ce que tu décris aujourd'hui pour ceux qui connaîtraient pas, qui maîtriseraient pas ou qui auraient une situation qui leur paraît, tu dis: «Tu sais, c'est bien parce que moi, c'est pas du tout ce que je vis». Comment est-ce que tu peux décrire, en gros, le quotidien d'un ophtalmo, un petit peu lambda? Ben, lambda, je sais pas, parce que je pense qu'on est vraiment tous différents C'est ça. et qu'il faut accepter cette différence aussi. Et justement, le, le fait de dire ophtalmo lambda, c'est vraiment intéressant parce que quand je fais l'étude, là, quand j'ai mis l'étude sur les réseaux sociaux et tout ça, ben, les réponses qui me sont apportées sont vraiment des réponses extrêmement variées, en fait. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'ophtalmo lambda. Donc, c'est pratique de penser qu'il y a un ophtalmo lambda parce que ça permet d'apporter des solutions à l'ophtalmo lambda, ça permet d'apporter une organisation à l'ophtalmo lambda, ça permet d'apporter des rêves à l'ophtalmo lambda. Mais en fait, l'ophtalmo que tu as en face de toi, ben, il est tout sauf le lambda, en fait. Ah bien Hein, sûr. si le lambda est la moyenne, eh ben, tous les ophtalmos, aucun des ophtalmos n'est sur la moyenne. Donc finalement, eh ben, il y a des choses qui vont correspondre et puis d'autres pas. Et donc, c'est difficile de trouver son équilibre à soi, sachant qu'effectivement, la communication commune est de parler de l'ophtalmo lambda. Ouais. Et donc ça, c'est un gros travail à faire, à dire bah, finalement, qui je suis moi dans ce monde-là d'ophtalmologie, qui je suis, pourquoi j'exerce et qu'est-ce que je veux. Donc le quotidien dans l'ophtalmo, on va dire que ça se résout quand même souvent sur de la consultation, de l'activité chirurgicale, de l'activité d'injection, de l'activité des lasers. Mais après, à l'intérieur de ça, comment est-ce que ça s'est organisé? Combien de jours par semaine c'est organisé? Combien de consultations tu fais dans une journée? Et pourquoi est-ce que tu les fais? Est-ce que tu as des projets connexes qui vont se greffer là-dessus? Ou est-ce que tu restes purement consultant et purement opérateur? C'est vraiment, il y a pas de règle. Et justement, c'est un message que j'aimerais vraiment faire passer, c'est qu'il y a pas de règle et c'est normal, en fait. Pour le coup, faut vraiment assumer ce côté, ben non, il y a pas de règle et donc peut-être que l'organisation mainstream qui existe n'est pas la mienne et ben, j'ai pas à en être, coupable et je peux tout à fait faire autrement et c'est comme ça, en fait. D'accord, en effet, ouais. Chaque ophtalmo va avoir sa propre réalité, souvent en fonction, de sa localisation régionale, de son envie, de sa surspécialité, mais par contre, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu as reçu toi, les principaux facteurs, du stress de l'ophtalmo, que tu as pu observer? Est-ce que c'est plus lié à Ah son bah, il y a le travail en stress. général, sa chirurgie ou alors plus ce qui va être extra, médical? Il y a plusieurs choses. Il y a donc effectivement, bah, toujours le travail médical est toujours une source de stress parce que c'est une source de responsabilité importante. Le travail chirurgical, ça va être la même chose. Donc ça fait, à mon sens, des ophtalmos, des gens un petit peu vulnérables sur le côté du stress puisqu'ils ont déjà une base de métier dans lesquels ils vont devoir prendre sur eux ou sur elles pour arriver justement à gérer ces stress. Hein, quand on travaille en direct avec des gens, avec des patients, avec des gens quels qu'ils soient, ça génère un stress. Et quand on prend des responsabilités vis-à-vis de ces gens, ça génère un stress supplémentaire. Donc sur ces individus qui vont plutôt être du côté vulnérable de la force, eh ben, va s'appliquer un autre stress qui va être le stress d'organisation et le stress financier. Puisque comme on est libéral, pour la grande majorité d'entre nous, on doit mener notre barque d'entrepreneuriat sans en avoir la formation. Et donc, il va y avoir un décalage entre le patron que j'aimerais être, le patron que je suis, le patron que j'essaye d'être.
Et ça peut amener vraiment à des distorsions importantes. C'est-à-dire, j'ai envie d'être sympa, mais en même temps, ma secrétaire me saoule. Donc, comment est-ce que je peux lui dire? Comment est-ce que je peux admettre qu'en fait, elle me saoule? Quel ressort j'ai pour lui dire? La même chose avec son organisation, c'est-à-dire qu'on est les fabricants de notre organisation, mais on est en même temps les premiers à subir notre organisation. Donc, si on met une organisation qui va très très vite et qui est très performante, finalement, la seule pièce qui va être en surchauffe, eh ben, ça va être nous, puisque le droit du travail s'applique sur l'ensemble des salariés, sauf sur nous. Et donc, on va se retrouver à devoir faire peut-être euh, des choix qui vont être des non-choix, des choix un peu forcés, soit forcés par des pressions extérieures, type le volume de patients qu'on va qu'on va devoir se mettre en tête de suivre, soit des pressions à l'intérieur d'une corporation, c'est-à-dire, tiens, que font mes collègues? Il faut que je fasse pareil. Lui, il a bien réussi. Lui, il a un beau cabinet, il a une grosse patientèle, il a plein de box de consultation. Il faut que je colle à ce modèle. Et donc, c'est ces pressions-là qui vont se surajouter sur une pression primaire qui est celle du travail, pur et dur. D'accord, donc tu trouves que, ce stress depuis les années, puis ça fait un petit moment déjà que tu es installé, il a toujours existé? Ou alors, tu as l'impression qu'il va crescendo avec les années? Eh ben, alors, pour moi, il est allé crescendo, puis après, il a diminué brutalement. Mais c'est exactement l'idée de faire ce questionnaire, si tu veux, c'est d'essayer même de mettre en place un espèce de baromètre, en fait, un baromètre du bien-être au travail des ophtalmos, en disant, ben voilà, comment est-ce que ça évolue? Est-ce que vraiment les modifications des organisations de travail ont apporté un bonheur au travail aux ophtalmos, ou est-ce qu'elles ont été une source de stress supplémentaire? Donc, une source de revenus, peut-être, mais une source de stress, bien sûr. Et quand on parle aux ophtalmos, en règle générale, bon, ce sont des professions qui ont la chance d'être bien loties au niveau de leur salaire et de leur chiffre d'affaires. Donc finalement, la question financière se pose très peu. Et euh, les gens vont surtout être piégés par une organisation et par, après, des craintes vis-à-vis du coût du coût de leur structure. Donc le coût des secrétaires, Ouais, le c'est coût du matériel, ce coût-là, paradoxalement, même chez des gens qui gagnent très bien leur vie, ça génère un stress parce qu'il y a toujours la peur de l'imprévu aussi, la peur de la machine qui casse, qu'il faut remplacer, la peur du salarié avec lequel ça ne se passe pas bien, avec lequel il y a un conflit. Et donc ça, c'est intéressant de voir sur une durée comment est-ce que ça se passe finalement. Est-ce que les modifications qu'on fait dans notre organisation, ben, on arrive à les digérer et au final, on arrive à retrouver un équilibre qui nous permet à la fois de vivre correctement et sereinement dans notre travail, et à la fois d'être plus productif qu'il y a 20 ans, ou est-ce qu'au contraire, on va pousser des gens dans un mur de productivisme? C'est un peu ça, moi, ma vraie question et ma vraie crainte par rapport à notre métier. et donc du coup, tu as créé cette étude, nationale. Comment est-ce qu'elle est née? Dans quel cadre? Bah, il n'y a aucun cadre globalement, hein, il y a un cadre de curiosité, hein. D'accord. C'est vraiment un cadre de curiosité. Et après, ben, voir ce qu'on en fait, voir ce qu'on fait des résultats et comment est-ce qu'on les interprète et comment est-ce qu'on arrive peut-être à trouver des supports pour élargir cette étude euh, et pour suivre un petit peu ce baromètre-là parce que on n'est quand même pas très nombreux. Le résultat de l'étude est quand même un peu violent dans le sens où ben, il y a beaucoup d'ophtalmos qui décrivent ne pas pouvoir tenir le rythme de consultation et d'exercices qu'ils ont actuellement, il y a plus de la moitié des répondants qui déclarent ne pas pouvoir tenir ce rythme toute leur carrière. Donc après, il y a un gros biais parce que ceux qui vont répondre à ce genre d'enquête sont des gens qui vont être sensibilisés, évidemment, mais n'empêche que ça fait vraiment réfléchir parce que euh, il faut qu'ils tiennent malgré tout et il faut qu'on tienne. Et c'est ce dont je me suis aperçu après mon burn-out, tu vois. Je me suis dit finalement, il vaut mieux un ophtalmo qui consulte moins que pas d'ophtalmo du tout. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que je me suis autorisé en fait à reprendre le cabinet, mais en disant ben non, j'ai des limites en fait qui sont beaucoup plus basses que celles que je m'étais initialement fixées, parce qu'il y a des choses que j'arrive pas à tenir et des choses que j'arrive à tenir. Donc je vais plutôt vers là où j'arrive à tenir que vers là où j'arrive pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, dans cette étude, parce qu'à mon avis, on risque de nous poser cette question-là, est-ce qu'il y a un profil particulier de médecin, plutôt en groupe, plutôt solo? Est-ce qu'il y a une critère d'âge, une question d'organisation? Et quel type de questions tu leur poses?
Alors, franchement, j'ai de tout hein. Dans les répondants, c'est vraiment très très large. J'ai pas de pic particulier D'accord. sur un profil particulier. J'ai surtout des libéraux, hein. J'ai 95% de libéraux, 5% d'hospitaliers. Et les questions, elles sont très très larges, hein. C'est des questions déjà objectives de combien de consultations vous faites dans une journée, combien d'heures de consultation vous faites dans la semaine, euh, combien de personnes vous assistent dans une consultation, donc des choses vraiment très très simples. Et ensuite, bah, des questions plus de ressenti, dire par exemple, est-ce que vous avez des temps de pause? Oui, non. Est-ce qu'ils sont suffisants pour vous? Oui, non. Plus que donc on les mesure en minutes, mais la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont suffisants en fait? Ouais, bien sûr. Vous avez un rythme qui est important? Oui, non, bon, très bien. Est-ce que vous arrivez à le tenir ou pas ce rythme? Et parce que les réponses sont très différentes en fonction de comment tu poses la question, la réponse va vraiment évoluer. Donc, tu vas avoir des gens qui en face vont dire non, mais tout va très bien. Et puis quand tu leur poses la question, le rythme, tu arrives à le tenir, ils te disent non. Et le pire, c'est que derrière, quand on leur pose la question, euh, vous ne le tenez pas, mais est-ce que vous voulez en changer? Et est-ce que vous vous sentez capable de changer de rythme? Ben, la réponse, elle est non à 70%. Et là, on se dit, là, il y a un problème, parce que ça veut dire que soit il n'y a pas d'imaginaire autre Ouais, de ce qu'est un cabinet médical et ce qu'est un cabinet d'ophtalmo, soit il y a une non-autorisation par l'individu de changer son modèle parce que finalement, c'est quelque chose qui va le définir lui en tant que lui-même. Ou alors, c'est il est tellement empayé dans, dans des soucis financiers, dans des prêts, dans des leasings, que ça le dépasse et qu'il ne se voit pas arriver à en sortir progressivement. Et, et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très peureux là-dessus parce que euh, quand on a ces réponses-là, on se dit, voilà, est-ce que les gens vont bien en fait? Est-ce que les gens vont bien? Et est-ce que on parle beaucoup des suicides dans les professions médicales. Typiquement, plus quelqu'un est pris en étau entre des injonctions contradictoires très très fortes, et ben, euh, plus il peut y avoir des drames qui peuvent se jouer. Alors, soit des d'accord. burn-out, soit, au pire, des suicides, parce qu'on n'est pas capable de sortir des situations. Et donc, c'est ça qui me concerne, moi, c'est ce manque d'échappatoire. Et ouais, bien sûr. Quand bien même les gens décident de leur propre Ouais, c'est ça. organisation. C'est C'est ça, là où c'est que c'est vraiment. il n'y a pas énormément en même temps en plus, j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu d'ego et qu'on ne parle pas forcément à la SFO de ses difficultés d'organisation, de son sentiment un petit peu lourd de ne plus gérer la pression entre vous, quoi. Exactement, exactement. À la SFO, on va parler d'injection C'est ça. et de volume de patients. Et finalement, ben, ceux qui ont la parole sont ceux qui vont avoir, qui ont des centres aussi très gros, alors soit des professeurs donc de CHU qui sont plus forcément dans ces logiques de rendement et de volume, ou alors qui ont d'autres personnes en dessous d'eux pour réaliser ces objectifs-là, soit des directeurs de centre ou des ophtalmos qui sont déjà sortis de ça, en fait, quelque part, et qui, eux, gèrent une machine. Donc, c'est vraiment pas des discussions qu'on entend souvent, mais en fait, quand on creuse et quand on parle à des ophtalmos comme ça, et ben, c'est vraiment un sujet qui revient extrêmement fréquemment. Tu vois, par exemple, la répétitivité des tâches Ouais. et le sentiment de lassitude Ouais. au fur et à mesure d'une journée, ben, on le dit pas, mais en fait, quand on interroge, ça ressort tout de suite. Ça ressort tout de suite. Et c'est un problème, parce que ça veut dire que c'est un facteur d'ennui et c'est grave de s'ennuyer dans son métier, en fait. Et bien sûr, c'est sûr Surtout que quand il y a ça devient des boring, pressions partout. forcément, on est moins performant. Et on risque de faire des erreurs parce que c'est un peu pénible. Mais en même temps, c'est un peu le sens de l'organisation qu'on a vu actuellement, où on passe de un box, où on a une relation un petit peu comme un médecin généraliste avec son patient, à maintenant on va faire plusieurs box. Et donc du coup, on réduit un petit peu ce temps-là pour être plus performant. Mais où est-ce que ça s'arrête? Parce que certains vont faire ça, ils vont dire, OK, je passe de comme avant, 45 patients par jour à 60, 70. Mais par contre, au lieu de prendre, je sais pas, 6 semaines de vacances, j'en prends 10. Et chacun va, j'imagine, doit avoir un équilibre complètement différent. Et oui, exactement. Donc chacun a un équilibre différent et c'est un peu. Tu vois, moi, je suis en train de rédiger une espèce de méthode, en fait, pour arriver à se dépatouiller avec ça. Et justement, avec les temps dont on a besoin, les temps
qu'on désire en vacances, les temps qu'on désire libres en semaine, le temps qu'on veut passer à travailler, essayer d'organiser tout ça pour proposer finalement une organisation sur mesure et qui soit acceptable, acceptée et dans laquelle on se sente aussi valorisé. Euh, mais c'est vrai que chacun peut avoir des choses différentes. Après, on peut se poser la question des gens qui prennent énormément de vacances et qui veulent énormément de temps libre, parce que moi j'avais beaucoup de temps libre avant de faire le burn-out, et en fait j'ai augmenté progressivement mon temps libre, pas pour faire des trucs, mais je pense parce que j'arrivais plus Et ouais, à être présent. Et ça, c'est une grande différence. Quand on me dit, tiens, tu travailles pas le mercredi, c'est cool. Je dis, en fait, non, c'est un jour, je ne peux pas travailler le mercredi. C'est-à-dire que si je travaille le mercredi, le jeudi, je pète un câble. d'accord. Donc, si j'arrive à maintenir une pression euh, qui, qui, euh, qui me permette d'être quand même là, il me faut des échappatoires. Donc, à quel point ces jours-là sont des échappatoires de quelqu'un qui va pas très bien, ou alors c'est vraiment l'éclate. Souvent, malheureusement, je trouve que quand j'interroge mes confrères et mes consoeurs, eh ben, on est plus dans un échappatoire que dans c'est vraiment l'éclate. Ouais. Alors après, il y a plein d'autres méthodes, j'imagine, hein, que tu as dû voir, donc on va en parler. Moi, il y a une méthode que j'ai. Alors, je prêche pas du tout pour ma paroisse parce que je n'ai pas besoin forcément de ça, mais je me suis rendu compte que les jeunes, je trouve, sont de plus en plus enclins à dire, moi, je suis médecin et je veux faire de la médecine. Et on l'a vu hein, avec François Pelaine qui mettait en avant l'entreprise médicale, etc., etc. J'ai l'impression, en tout cas moi, c'est mon cas, je recrute de plus en plus de manager, alors qu'avant un manager, comme moi je suis rentré manager il y a plus d'une dizaine d'années, c'était pour des groupes structurés ou en tout cas en passe de lettres avec déjà 4-5 médecins. Maintenant, moi j'ai des jeunes ophtalmos qui s'installent et qui démarrent tout de suite avec un manager. Parce qu'ils disent non, moi je ne suis pas formé pour gérer toutes les problématiques financières, etc. etc. Et donc du coup, parce qu'ils savent très bien qu'un ophtalmo, même débutant, il va démarrer, aller à 15-20 000 euros net par mois. Et lui, qui vient de l'hôpital avec ses 3 000 ou 3 500, bah, du coup, il n'a pas du tout envie de se mettre la charge supplémentaire et il a compris que ça pouvait être un investissement. Donc j'ai l'impression que ça, les jeunes l'ont compris dans l'augmentation du temps de repos, on va dire, du temps libre, et dans l'organisation et faire confiance à des gens qui vont les aider en fait là-dedans. Ouais, mais je pense qu'ils ont raison, pour le coup. Je pense qu'ils ont raison parce que c'est effectivement aussi accepter de gagner moins, mais de travailler dans des meilleures conditions. C'est ça. C'est-à-dire, je gagne moins parce qu'il faut que je salarie quelqu'un, mais en même temps, l'argent qui part là, ben, finalement, si j'avais voulu l'avoir pour moi, j'aurais passé un temps substantiel, ben, le temps du mec que j'emploie, à faire ça en plus de mon métier nourricier. Donc je préfère me concentrer sur ce que j'aime. Effectivement, ça peut être une réponse tout à fait adéquate. Si ce n'est que d'avoir un manager de centre, c'est aussi avoir un employé supplémentaire C'est ça, à et que manager. malgré tout, dans ce cas-là, l'ophtalmo reste le patron de son employé supplémentaire et que la relation patron-employé et pas forcément une relation qui est très simple, très évidente et qu'on apprend à gérer. Donc, c'est toujours compliqué. Et puis, effectivement, combien de chiffres d'affaires il faut réaliser en plus pour arriver à obtenir l'accord d'une personne qui vient gérer ton cabinet temps plein. Et ça, voilà. À partir de combien d'ophtalmos et de combien de volume de consultations, ça devient intéressant de le faire. C'est des calculs qu'il faut vraiment faire avant, justement, en se disant, ben tiens, moi je pars vraiment, si tu veux, dans mon truc de tiens, combien de temps de travail j'ai besoin, combien de temps Ah, de bien travail sûr. je veux faire en fait, combien de temps à l'extérieur j'ai besoin, et je remplis comme ça. C'est comme si tu remplissais un vase, tu sais, la métaphore où tu remplis un vase avec des cailloux, puis Ouais. après, tu as toujours de la place pour des graviers, puis tu as toujours de la place pour du sable, tu as toujours de la place pour de l'eau. Et à la fin, c'est plein. Et bien là, c'est de dire, tiens, les cailloux, ça peut être les trucs que je veux vraiment, vraiment faire. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment faire dans ta vie, en fait? Et donc, ça va interroger beaucoup plus large que juste, c'est quoi un cabinet d'ophtalmologie? C'est qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? C'est quoi ta priorité, quoi? Tu mets tes trois priorités dans ta bouteille. Parce que si tu remplis d'abord ta bouteille avec les trucs que tu n'aimes pas trop faire, genre, bon, bah, je vais faire des IVT 3 fois par semaine. Si tu n'aimes pas trop ça, en fait, derrière, tu n'as plus la place pour tes enfants, tu n'as plus la place pour ta famille, tu n'as plus la place pour les trucs que tu aimes faire. Donc, quelque part, il faut d'abord les mettre dans la bouteille. Et ensuite, ben, si tu n'arrives pas à remplir avec des IVT, ben, écoute, les IVT, tu peux pas les faire, en fait. Mais le truc qui est dans ta bouteille, vraiment t'y tient. Et ça, c'est important. Parce que finalement, si le truc que tu mets en dernier, t'arrives à en mettre qu'un tout petit peu, ben, c'est pas grave. Parce que c'est quand même en dernier dans ta liste.
Et ça y est, on arrive à cette perte Après, de sens. exactement. Et après, tu te retrouves avec une organisation, finalement, bah, qui peut pas ne pas te correspondre, puisque dedans, il y a tout ce que tu aimes, en fait. Mm. Et après, bah, tu regardes, bah, avec ça, j'ai quoi comme chiffre d'affaires? Parce qu'il faut quand même, j'ai envie d'avoir des machines, des machins, des trucs, hein. Donc, tu remets aussi tes prétentions en termes d'équipement en regard de ce que tu veux vraiment faire. Et donc, je pense que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, quelqu'un qui aime énormément consulter et qui veut avoir ça, c'est important pour lui. Il remplit sa bouteille de consulte, il se paye un chef de centre, il se paye 3 secrétaires, et c'est nickel. Et c'est le bonheur pour lui. Celui qui veut pas le faire, il n'a pas à en avoir honte. Il met les trucs qu'il a dans sa bouteille, et s'il consulte que 2 jours par semaine, eh ben, c'est comme ça, en fait. Et c'est toujours mieux que rien. Et il regarde, 2 jours par semaine, dans quelle organisation de travail il peut travailler, s'il est solo, s'il embauche des gens, s'il va dans un cabinet de groupe, parce que finalement, il a clairement réussi à identifier les zones qui vont le porter pendant toute sa carrière. Donc, euh, donc voilà, moi c'est vraiment ça le sens de l'organisation et de la réflexion que je préconise pour les ophtalmos et pour les médecins et pour les gens en général. Mais c'est d'autant plus voilà, pour les libéraux qui choisissent leur organisation de travail. C'est vraiment, vous laissez pas piéger par, par des choses. Mettez d'abord ce qui est important pour vous. Et Ouais. ensuite, on organise. Et ensuite, à partir de cette bouteille-là, eh ben, on fabrique un planning. Et le planning doit correspondre à vos desiderata. Alors, il y a des marges de manœuvre, bien sûr, parce qu'il y a toujours des marges de manœuvre. Euh, mais quand même, il faut arriver à coller à ça. Et quand vous voyez, là, il y a 30% des répondants qui disent que, par exemple, dans l'étude, il y a une augmentation de leur activité sur les 12 derniers mois. Donc, 30% sur 12 derniers mois. Donc on a souvent des activités qui augmentent, quoi. Et ben, faut arriver à contrôler cette augmentation-là et l'anticiper et dire, ben voilà, ma bouteille, elle est déjà pleine. Soit, en fait, je la remplis pas encore et je laisse venir parce que je sens qu'il y a une augmentation qui va venir. Soit je la remplis, mais alors moi, je n'aurai pas d'augmentation. Et je le décide et je prends directement les mesures euh, mentales, en fait, de dire comment est-ce que je vais faire pour ne pas qu'il y ait d'augmentation de mon activité. D'accord. Donc du coup, tu disais, première tendance, ils se sentent un petit peu surchargés, mais ils n'imaginent pas, baisser. Cette tendance-là d'augmentation, il y a d'autres tendances fortes que tu as pu déceler sur cette étude? Il y a quand même une tendance, c'est que le sens du travail reste très fort. Et les ophtalmos restent attachés à leur travail. Et ça, franchement, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que malgré tout ce qui se passe, on reste convaincu de notre utilité, on reste convaincu de notre place dans la tapisserie. On est là, quoi. Et ça, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de. Sur la centaine de répondants, si tu veux, on est quand même plusieurs milliers, hein, donc c'est très peu représentatif. Mais malgré tout, même si on se dit, tiens, il y a un biais de sélection parce que c'est forcément des gens déprimés qui ont rempli le truc, ben en fait, pas tellement, parce qu'ils ont toujours cette vocation-là. Donc, il ne faut pas que les organisations cassent les vocations, au contraire, il faut qu'elles arrivent à rencontrer les vocations et qu'elles les fassent euh, s'exprimer. Et ça, sans heurts et sans souffrance, tout au long d'une carrière. C'est hyper important. Ouais, c'est ça, parce que tu le disais, souvent, j'ai l'impression, en tout cas, à t'écouter, que pour toi, le problème pourrait provenir, en tout cas, c'est des hypothèses évidemment que tu émets, hein, et qui vont être peut-être différentes pour chacun des profils, mais j'ai l'impression que tu as tendance à croire que ça vient d'abord d'un manque de connaissance de ce qu'on a vraiment envie au tout départ, et parce que on pourrait croire que est-ce que c'est l'organisation, est-ce que c'est le modèle économique, est-ce que c'est sa capacité à manager, on ne sait pas le faire, donc du coup à ce moment-là, il vaut mieux pas rentrer dans un centre où on va avoir déjà ce management en place. Il y a aussi ça, il y a aussi cette interrogation-là que peut-être vous n'avez pas. Alors même si je crois que aux Journées du SNOF, il y a quand même un travail qui est réalisé avec les jeunes, hein, qui vont démarrer. Mais ça, est-ce que quelqu'un leur explique, OK, tu as envie de quoi finalement? Mais je pense que c'est hyper important. Et oui, c'est exactement ce que je crois. C'est que je crois que ça vient d'une méconnaissance de soi. Qu'on s'interroge très peu sur soi pendant nos études. On s'interroge beaucoup sur les autres, très très peu sur soi. Personne ne nous interroge sur nous-mêmes. Je veux dire, dans le cadre des stages, dans le cadre de l'internat, de l'assistanat, c'est pas la question. On est là parce qu'on est là. Euh, et après, on se retrouve tout seul aux manettes, sans contrainte réelle extérieure, à décider ce qu'on fait. Et là,
mais on peut être un peu perdu dans les choix qu'on fait. On voit il y a des montants financiers qui peuvent être gros en dépenses comme en gains. Euh, il faut arriver à garder la tête froide sur, ben oui, qui on est, pourquoi on a fait ça, euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Parce que ça bouge très peu dans une vie, en fait. Ces ressources fondamentales, ces envies fondamentales, elles sont assez stables chez un individu, quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Donc dans 30 ans, finalement, ce que j'aime et ce à quoi je tiens vraiment, je pense pas que ça change énormément par rapport à ce que je pensais il y a 30 ans. Donc oui, cette méconnaissance-là de soi, elle est hyper importante et cette interrogation sur soi, mais on n'en a vraiment pas l'habitude parce que je te dis, ça fait très égoïste et ça fait très égocentrique de se dire, tiens, finalement, je. C'est pas une tendance qu'on a. Et pourtant, quand on porte un cabinet à soi tout seul, ben, le cabinet, il porte sur soi tout seul, quoi. Donc, il faut vraiment interroger ce maillon qui est à la fois le maillon fort d'un cabinet, parce que c'est ça qui fait tourner le cabinet, c'est ça qui fait l'activité médicale, mais c'est aussi le maillon faible, parce que c'est le seul maillon qui, s'il casse toute la chaîne du cabinet. Donc il y a vraiment ça à réfléchir complètement. Et c'est pour ça que j'accuse pas du tout non plus les organisations, si tu veux, productivistes, parce qu'il y en a qui s'y retrouvent là-dedans. Il y a des gens qui adorent ça, Mhm. et justement, ils mettent en place des organisations qui les font vibrer. Mais il faut juste pas croire que ces organisations sont faites pour tout le monde. Ah, c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment avoir son individualité, tenter de la comprendre. Mais par contre, je trouve, pour ma part, que de mon côté de mon regard, en fait, j'ai l'impression qu'il y a Mhm. aussi un manque de, parfois de recul sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Par exemple, moi, j'ai vu, j'ai la plupart des exemples que j'ai, où, par exemple, et je reviens sur le manager parce que pour moi, c'est quand même un maillon essentiel de la chose. Combien d'ophtalmos qui étaient même 2, 3, 4, lorsque le manager a été installé, je les revois un an après, ils me disent, mais juste, ça a changé ma vie. Ça a complètement changé la vie parce que quand ils arrivaient au cabinet, ils avaient la boule au ventre d'avoir la secrétaire qui allait leur demander une journée de congé en plus, leur dire que l'imprimante est cassée, leur dire ceci. Là, quand ils venaient, ils me disent qu'ils ont retrouvé le sourire grâce à ça, en fait. Parce que c'était, alors, évidemment, c'est peut-être intrinsèque à eux-mêmes, hein, de dire, OK, moi, c'est ce qui me manquait, c'était ça. Mais j'ai aussi des exemples où j'ai un ophtalmo qui a dit, ouais, mais moi, je croyais qu'un manager, c'était à partir de 3-4 3-4 médecins, du coup, sauf il me dit, sauf que j'ai mis 10 ans à trouver les 3-4. Et donc, du coup, pendant ces 10 ans-là, il n'a pas fait ce qu'il voulait réellement, en fait. C'est-à-dire, à l'époque, il voulait aller faire de la plongée, il voulait faire ceci, faire cela. Ben là, il ne pouvait pas. Parce que dans son organisation, eh ben, il fallait qu'il trouve quelqu'un. Sauf que, ben, évidemment, sa réalité joue contre lui. Puisque quelqu'un qui vient visiter un cabinet et qui voit comme il bosse, lui, sans manager, sans machin, et puis ben, il n'a pas envie de venir. Il n'est pas intéressé par cette organisation-là, parce que c'est pas ce qu'il veut faire. Surtout avec la jeunesse. En gros, si on voulait donner alors pas des recommandations, mais selon toi, qu'est-ce qu'un ophtalmo peut changer dès demain dans son organisation? C'est une question qui est technique, du coup, qui est assez dure et Parce qui que tout le dépend monde des ne offres. fera pas la même chose que Mais toi, tout le monde ne repartira pas d'une feuille blanche. Est-ce qu'il y a quelque chose à activer? Alors peut-être que c'est aller parler à quelqu'un, par exemple, parce que pour être capable de comprendre ce qu'on a vraiment, finalement, de repartir sur son moi profond et dire, OK, j'ai envie de faire ça. je pense que c'est ça. Il n'y a pas un conseil d'organisation à donner. Ouais. C'est un conseil de lucidité sur soi et d'arriver à se regarder. Et de dire finalement, qu'est-ce que je fais, pourquoi et qu'est-ce que j'aime et c'est quoi mes prios dans la vie, quoi. Et déjà, si je suis en train de me poser cette question, c'est que je sais que mes prios dans la vie ne sont pas celles que je suis en train d'exprimer au quotidien. Parce que sinon, j'ai pas à me poser cette question. Donc, c'est vraiment ça, c'est de dire, tiens, lucidement, en essayant d'enlever toutes les injonctions extérieures. Tu vois, de dire, par exemple, tu parles souvent de la jeunesse. Si j'étais jeune et que j'entendais ça, eh Mhm. ben, je me dirais, moi, je ne serais pas un jeune qui veut pas travailler. Donc, je vais montrer que je veux travailler. Tu vois? Ça, c'est une injonction extérieure qui est forte. Si j'étais un jeune et une femme, je dirais, attends, c'est pas parce que je suis une femme que je veux pas travailler, parce qu'on accuse beaucoup de la féminisation de la médecine, parce qu'on accuse les jeunes générations. Donc, je vais essayer de prendre un repose-poil. Ça peut être un tempérament. Bah, pour moi, c'est une profonde connerie, parce que du coup, moi, personnellement, Alexandre Philipponnet, si je fais ça, derrière, je m'en prends plein la gueule. Et c'est ce que j'ai fait avec le cabinet.
Mon cabinet, je l'ai fait en disant, je suis jeune, je ne suis pas un feignant, je suis citadin, je vais m'installer en campagne, en désert médical, parce que c'est injuste, parce que on dit que les jeunes s'installent dans des cabinets de groupe faciles et tout, donc moi je ne vais pas faire ça. On dit que les jeunes ne s'installent pas et qu'ils passent leur vie à remplacer, à faire de la plongée, ben moi je ne vais pas faire ça. Mais en fait, les injonctions non conscientes que j'ai eues qui m'ont poussé à faire mes choix ne sont pas les bonnes, tu Ouais. vois, et m'ont amené à une catastrophe en fait. Donc, euh, donc c'est réfléchir à, tiens, en fait, voilà, sans injonction, quel est mon métier idéal? Comment est-ce que, voilà, comment est-ce que j'aimerais une organisation idéale? Et réfléchir à l'organisation idéale sans se dire, non, mais elle n'est pas possible parce que si, ça, et... Non, non, vraiment, à l'idéal. C'est quoi ton dessin d'une Ouais. organisation, d'une journée type idéale, d'un truc vraiment, mais c'est génial et tu es hyper content. C'est plutôt ça, se dire, ok, allez, j'accepte de critiquer ce que j'ai fait pendant 30 ans, ou pas, hein, mais en tout cas, j'accepte d'avoir un regard, un regard neuf, parfois critique, peut-être un peu triste, parce que je me dis, tiens, j'ai peut-être perdu 10 ans, mais il vaut mieux perdre 10 ans, s'en rendre compte là, que en reperdre 10 et puis craquer au bout de 20 ans. Euh, et voilà, tu vois, ça serait vraiment ça, dire, voilà, juge-toi enfin, juge-toi sans jugement, on va dire, mais regarde-toi en tout cas. Ouais, ça. Pour regarder de la réalité en face, en fonction de, OK, à un instant T, est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire? Surtout que c'est ce que je dis souvent à moi, à mes ophtalmos que je suis, qui sont mes clients. Je leur dis souvent, mais à votre niveau d'études et votre niveau de CSP, donc du coup de catégorie professionnelle, vos revenus, rien n'est impossible en réalité. Donc du coup, si ça vous plaît pas, faut pas le faire. Si vous voulez ceci, il faut le faire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est autant quelqu'un qui va gagner 1500 ou 2000 euros par mois, ben, il n'a pas tous les choix en sa possession. Quelqu'un qui en gagne 10 fois plus, finalement, techniquement, même si l'argent ne fait pas tout, évidemment, parce qu'il y a, tu le disais, cette pression sociale, hein, de dire je dois voir les patients parce que je suis en désert médical, mais il y a des solutions. Et dans ces cas-là, moi, ce que je leur conseille, c'est de. Alors, je ne voudrais pas croire que je fais du commerce parce que. Mais. Il faut se faire aider de toute façon, que ce soit par un psy qui va nous aider à trouver vraiment le sens de notre job. Si on est en train de le perdre avant d'arriver, comme toi, sur le mur, euh, mais en tout cas, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut être en mouvement. Tu vois, par exemple, c'est intéressant parce que sans le vouloir, c'est un reflet c'est un reflet d'une injonction tacite. Quand tu dis les ophtalmos font partie des CSP très élevés, en deux temps, c'est-à-dire tu as élevé et très élevé, euh, en fait, tu crées une injonction. C'est-à-dire que si je suis ophtalmo et qu'en fait je suis là, Ouais, j'ai un peu loupé le truc. ouais. Donc si je suis ophtalmo, si je veux me définir en tant qu'ophtalmo, il faut que je sois pas là, il faut que je sois là. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des choses justement dont il faut arriver à se défaire. Est-ce que je veux être là? Ou Mhm. est-ce qu'en fait, je m'en tape et je veux être là? Et, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, en acceptant de dire, bah, finalement, moi je m'en tape, je préfère ça à ça et je suis là, eh ben, ils seraient beaucoup plus libres, ils respireraient beaucoup mieux, si tu veux. Tu C'est ça, vois? je m'en tape Donc, parce que j'en ai les moyens. Ça qui est intéressant. Parce que si je divise parce par deux que le revenu moyen d'un ophtalmo en France, ça passe. C'est pas un problème en fait. C'est pas une difficulté. Donc tout c'est est pas une permis. difficulté, ça dépend ça dépend des investissements. C'est moi, je parle Ouais. à des gens qui ont fait construire, par exemple, ils construisent un bâtiment. Eh oui. Ils ont fait construire un bâtiment, euh, un étage. Enfin, docteur, un étage, Ouais, faites-en deux. ouais, Faites-en deux. Le PLU vous autorise deux, voire trois. Faites-en deux, voire trois. Vous les mettez en location. Vous faites ci. Ouais, mais moi, j'en veux un pour bosser, en fait. ouais. Ben, ils en font. Et le prix? Bah, oui, le prix, il est multiplié par 1,9. Donc, vous gagnez quand même pas mal parce que ces deux étages, ça vous coûte pas deux fois plus cher, ça vous coûte 1,9 fois plus cher. Ben, ouais, mais c'est encore un truc que je vais porter et vous le louez. Et ouais, mais même si j'ai des rentrées de l'argent, en fait, j'ai un souci de est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va y avoir des problèmes, est-ce que Ouais. donc, tu vois, il y a un truc aussi, faut arriver à se dire, je divise par deux, et ben, ça veut dire qu'en fait, je peux faire exploser beaucoup de choses, et ça demande de l'énergie. Donc, il faut arriver à le faire tant qu'on a de l'énergie, en fait, d'exploser les trucs de manière un peu coordonnée, justement, parce qu'on veut aller quelque part, on change les choses parce qu'on veut aller quelque part. On ne change pas les choses parce que ça s'écrase, tu vois. Même si c'est dans de la diminution, ben, c'est pas grave à un moment donné de dire, tiens, ben, moi, j'ai trois enfants, je veux dire. Bah, effectivement, mon volume de travail et ma charge, euh,
affective, familiale avec 3 enfants, c'est pas la même que quand j'étais jeune couple dynamique, cool cool yaou, hein. Donc, si tu veux que mon volume d'activité diminue pendant 10 ans, parce que finalement, il faut que Ah, j'assume les trois loulous, et que derrière, je le remonte parce qu'il faut payer leurs études, ou parce que finalement, je me retrouve dans un truc où bah, je peux travailler le mercredi, parce que finalement, j'ai pas tous ces allers-retours à faire qui m'épuisent plus que mon métier, hein. hmm. Donc, il faut se laisser ces possibilités de C'est vie, en ça. fait. Il y a des variations tout au long d'une vie où on va avoir peut-être parfois mettre l'accent sur le pro plus ou sur le perso et il faut être Ouais. capable de le reconnaître et donc du coup d'avoir une organisation finalement qui soit assez flexible. Ben oui, une organisation, mais une organisation mentale. Je pense que ça vient beaucoup de l'organisation mentale Ouais. flexible, plus que de l'organisation tout court, parce que l'organisation tout court, de toute façon, si on craque, elle suivra son cours, elle, hein, il n'y a pas de problème, hein. Les machines se vendent, les salariés se recasent, il y a pas de problème. C'est l'organisation mentale de se dire, j'accepte que des fois je sois obligé de diminuer, que des fois je veuille augmenter, que des fois je veuille diminuer, mais ce ne soit pas subi, ce soit vraiment une volonté franche de le faire. Tu vois. Un vrai pilotage finalement de son activité. Et oui, et ça sur 30 ans, sur 30, 40 ans, parce qu'on a des carrières qui sont quand même longues. Donc il faut arriver à avoir cette lucidité-là et à prioriser, à se connaître et à prioriser ses choix professionnels en fonction aussi de ses choix personnels. Euh, voilà, on parle beaucoup de la féminisation de la médecine comme un fléau. Moi, je la trouve extraordinaire parce que ce, ce- je pense qu'il y a une confusion entre une féminisation et juste une évolution sociétale, mais peu importe. Mais en tout cas, c'est d'accepter que les individus, même s'ils sont professionnels, même s'ils ont une blouse blanche, ont en fait une vie personnelle derrière. Et d'arriver à assumer complètement cette vie personnelle. Et moi, quand je pars d'une consultation et que je dis, bah là, je suis pressé parce qu'en fait, je dois récupérer mes enfants à l'école, eh ben, j'ai pas honte de le dire. Un peu quand même, je dois dire. J'ai un peu honte parce que c'est pas forcément très bien vu, mais je m'en fous. Et je le dis quand même parce que c'est important que les gens comprennent aussi que derrière cette image et cette figure médicale qu'on me colle, ben, en fait, les gens, comme n'importe lesquels, en fait. Ah, c'est ça. Donc, c'est vraiment D'accord. important. Et donc du coup, toi, tu trouves que quel destin tu aimerais lui donner à cette étude que tu as menée? Est-ce qu'elle t'a aidé toi déjà, ou alors est-ce que c'est trop récent pour voir les changements, ou qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Est-ce que tu aimerais qu'elle soit reprise par un organisme quelconque? Quel est ton objectif si tu Mais, en as un? mais, mais, mais- mais moi, en vrai, elle m'a aidé, elle continue de m'aider de manière incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis dans une phase où j'ai pris un break de consultation. D'accord? J'ai mis mon cabinet en pause, typiquement, parce que justement, on privilégie là la vie de famille avec un grand voyage qu'on fait en famille. D'accord? Donc là, je te parle de Nouvelle-Zélande, par exemple. Super. Euh, donc, quand je lance l'étude, je reçois les résultats et je me dis, waouh, mais effectivement, il y a des tendances qui se dégagent, il y a des erreurs que j'ai pu faire que je vois dans les réponses euh, de mes confrères et mes consoeurs. Il y a des choses qui ressortent de chez mes confrères et mes consoeurs. Je dis, tiens, ça, je peux m'en inspirer. Et, et je te dis, toute cette réflexion sur cette bouteille qu'on remplit peu à peu, elle vient vraiment de là, en fait. Et j'ai l'impression que ceux qui s'en sortent, en fait, sont ceux qui sont arrivés à avoir un équilibre entre des projets extra-ophtalmo, des projets professionnels extra-consultation, de la consultation, du bloc, et qui a une espèce d'amalgame à faire. Voilà, on n'est pas des lasers, quoi. On n'est pas des lasers, donc on est une lumière beaucoup plus diffuse. Il faut accepter cette diffusion-là, même si ce qui fait gagner de l'argent, en fait, c'est un tout petit laser Hmm. dans ta semaine. En fait, ce qui peut te nourrir autrement peut être beaucoup plus large. Un petit peu Et comme une donc, il faut recette de accepter. cuisine finalement. Ouais, et puis il faut accepter, si tu veux, cette diffusion, en fait, de ton. Tu n'es pas qu'une machine à cotation, en fait, et donc tu diffuses ton énergie, tu vas la diffuser, elle sera rémunératrice dans peut-être un quart du truc. Peut-être qu'il y a. Moi, tu vois, par exemple, je vois ça, je me dis, bah tiens, mais je vais faire des dépistages scolaires. Oh là, pardon. C'est évident, je vais faire des dépistages scolaires. Je vais partir dans les trucs, ça me motive, ça rejoint de la télémédecine, je vais envoyer mon assistante là et on va monter des projets comme ça. Ça va me rapporter zéro. Ouais, Mais en fait, fou, parce que ça va me rapporter une, un amour de mon travail. bien sûr. Et ça, c'est extraordinaire. Si j'aime mon travail,
Le reste, je veux dire, ça déroule, tu vois. Tu as ta famille qui est stable, tu aimes ton travail, pouf, il peut t'arriver n'importe quoi, t'es stable. Euh, et donc d'accepter ça, tu vois. Euh, d'accepter ça et de le promouvoir. C'est-à-dire il faut absolument avoir d'autres modes de pensée qu'un mode de pensée rémunérateur, comme effectivement ces organisations qui permettent d'exploser des chiffres d'affaires, c'est super, mais en fait, on n'est pas que ça, et à la fin, on s'ennuie, en fait. Les gens Ouais. s'ennuient quand ils font ça. Donc il faut qu'ils retrouvent de l'intérêt dans des choses connexes, même si c'est moins rémunérateur, ce n'est pas grave. Voilà. Ouais, trouver Justement, son parce que équilibre. il faut trouver son équilibre justement parce que ce que tu disais, hein, c'est que la rémunération des ophtalmos est suffisamment haute pour qu'ils puissent se permettre d'explorer d'autres pistes. Et en fait, le piège du libéral, c'est que tu es rémunéré sur ton activité rémunératrice et pas sur les autres. Mais quelqu'un qui est à l'hôpital ou qui travaille dans une structure plus large, ben, à l'hôpital, moi, je consultais 2, 3 fois par semaine, tu vois, et je faisais des cours, et j'organisais ci, Ouais. et on va voir ça, et on a le bloc, et on a la formation des internes, on a la formation des externes, et en fait, ben oui, ton temps rémunérateur pour l'hôpital, il est très réduit en fait. Mm, mm. Ben, il faut garder la même chose, et c'est pas grave en fait. Tu vois. D'accord. Et donc, du coup, comment tu vois, toi, ta carrière? Alors, est-ce que c'est faisable? Puisqu'on sent que tu es, de toute façon, tu es enclin à faire des remises en question régulières. Donc, est-ce que, je suis pas sûr que tu aies une réponse à ça, mais tu te vois où dans 10 ans? Ben, ou je sais pas, ou vraiment je sais pas, parce que personnellement, je pense que je suis un peu un nomade. Ouais, ça. J'aime beaucoup bouger, j'aime beaucoup voir d'autres choses, et peut-être qu'en fait, je serai au même endroit je serai toujours à Fort-Calquier dans 10 ans, c'est aussi possible. Mais en tout cas, ce que j'aimerais arriver à concilier dans 10 ans, et là, ce que je vais mettre en place, c'est un concept qui m'amuse beaucoup parce que ça s'appelle de la slow phthalmo. C'est justement de l'ophtalmo, mais qui prend son temps, comme la slow food, comme le slow D'accord. travel, comme des trucs où justement tu retrouves ce temps-là. Donc tu disais, tiens, il y a 15 ans, on arrivait à passer 30 minutes avec un patient, tout ça. Et donc, c'est de dire, tiens, est-ce qu'il y a des moyens de concilier dans une organisation le fait de nourrir une relation avec un patient, mais en même temps d'arriver à être effectif en termes de nombre de patients. Et donc là, je travaille à une organisation qui consiste justement à rendre beaucoup plus indépendants les assistants médicaux pour que les relations soient portées par l'assistant médical, même si l'expertise finale est portée par l'ophtalmo, mais que finalement, moi, ce qui me fatigue d'en voir 60, 65 patients dans une journée, c'est nourrir 65 relations, Ouais. savoir comment vont les gens, savoir ce qu'ils font, savoir... Parce que j'estime que c'est quelque chose d'important, et moi, dans ma consulte, c'est ça qui me nourrit, d'arriver à comprendre qui sont les gens que j'ai en face de moi, mais en même temps, à un moment donné, j'en ai trop marre, et je n'arrive plus à le faire. Donc, c'est dire, ben voilà, moi, je vais voir peu de monde dans une journée avec cette relation privilégiée. Mes assistants vont voir ces personnes, vont voir les autres personnes avec une relation privilégiée, mais entre l'assistant médical et le patient finalement. Mhm. Et c'est pas grave si c'est pas un médecin, et c'est pas grave si c'est pas moi, parce que derrière c'est moi qui vais valider le truc. Je le D'accord. valide et je m'affiche très clairement comme un technicien qui va valider la consultation. Parce que le rôle que j'ai sera un rôle de technicien. Je ne vais pas me dire, ah oui, mais hein, le docteur parfait, c'est... Il y a pas de... Je ne peux pas le faire de toute façon. Je veux dire, au niveau, euh, au niveau de temps, je ne peux pas connaître tout le monde. Par contre, les gens que je soigne et que je connais, Ouais. je les connais. Ceux qui n'ont pas forcément besoin de moi personnellement, eh ben, je sais qu'ils auront une relation nourrie avec mon assistant médical, qu'ils auront une expertise qui sera la mienne, donc je validerai le truc à la fin, mais je n'aurai pas cette charge de la relation. Et je D'accord. pense qu'il y a un truc où cette relation interhumaine, à la fois, elle nous nourrit et à la fois, elle nous fatigue énormément. Ouais. Tu vois. Donc, je prends mon temps. Si j'ai une consultation d'une demi-heure, eh ben, j'ai une consultation d'une demi-heure. Et si après, je dois valider 3 consultations très rapidement, je valide 3 consultations très rapidement. Mais en tout cas, ce que je retiens de ma journée, c'est que j'ai eu une consultation d'une demi-heure et quand j'ai parlé à quelqu'un, j'étais pas en train de regarder ma montre parce que la salle d'attente se remplit. Donc, tu vois, Ouais. c'est d'arriver à faire une organisation que j'ai jamais vue encore. Alors, je sais pas si toi, tu en as déjà l'expérience, mais vraiment avec des lignes parallèles, si tu veux, tu vois, et de dire finalement, on voit le même nombre de patients à la fin d'une journée, mais moi, mon ressenti, j'espère, et je vais me battre pour ça, c'est que bah, finalement, c'était fluide et j'ai pas vu tant de monde que ça, tu vois. J'ai pas répété 10 fois la même phrase, installez-vous là, mais oui, machin, cette espèce de laïus permanent, je l'ai pas tellement répété, j'ai pu avoir des relations avec des gens, et j'ai pu faire des expertises avec ceux avec lesquels je n'ai pas pu avoir de relation.
tout en conservant pour le côté patient, eh ben, je suis allé dans le cabinet de docteur machin, j'ai pu expliquer mes problèmes à un individu bien caractérisé, qui m'a suivi, que j'ai compris que c'était l'assistant, j'ai tout expliqué, nanana, 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 nanana. Elle a fait les mesures, elle a répondu aux principales questions. Quand elle ne savait pas, elle s'en est référée au médecin. Mais en tout cas, c'est cette personne-là que j'ai vue. Et moi, je veux dire, ça me dérange pas du tout qu'il y ait des professions intermédiaires entre l'ophtalmo et le patient. Donc on D'accord, ne peut pas tout faire. c'est un filtrage. Il faut vraiment bien filtrer à l'entrée le patient qui va avoir besoin de toi, le médecin, et donc du coup pour du présentiel, et puis derrière, les patients qui vont pas avoir besoin de cela. Alors on le voit, hein, dans certaines organisations, moi j'ai vu des organisations où en fait le médecin, sur sa consulte, il a 100 noms, 100 patients. Sauf qu'en réalité, il va en voir que 60. Parce qu'il y en a 40, ce sera pour de la lunette, et donc du coup, il va juste valider, ou l'orthoptiste pourra même valider elle-même cette ordonnance-là. Donc lui, il verra que les patients dont il a besoin. Alors, 60, on a bien compris que pour toi, c'est beaucoup, et en effet. Alors, il y a aussi cette histoire, pour éviter la redondance, où souvent, ben, on va avoir une organisation qui va permettre de dire, normalement, si je vais chercher le patient, si je le ramène, si je le laisse installer et repartir, etc., eh ben, je vais avoir un temps médical qui va être forcément limité parce que ben, malheureusement, il faut que je vois les autres. Alors que du coup, sur certaines organisations où on va arriver et hop, tout est prêt. Et là, on est complètement disponible pour le patient en disant, alors, et on a déjà en tête, puisque toutes les assistantes ont déjà fait au préalable toutes les mesures dont elles avaient besoin, mais là on est vraiment dans le rapport, et on n'a que ce vrai rapport, et on n'a pas cette... Alors après, peut-être que pour toi, et c'est OK, peut-être que pour toi, le fait d'aller chercher le patient, c'est intéressant, le fait de le ramener, c'est intéressant, mais je sais que dans une organisation, alors optimale, on va dire, si on enlève ces temps-là, on gagne du vrai temps médical, du temps en face à face avec le patient. Alors, c'est intéressant parce que, donc, quand je reprends juste mon histoire personnelle, quand j'ai fermé mon cabinet et que j'ai redémarré solo. En fait, déjà, je me suis aperçu que solo, ça marchait, c'est-à-dire que Ouais. c'était faisable, d'accord? Et moi, ça m'a soulagé énormément parce que je me dis, tiens, si un jour ma secrétaire part, en fait, Mm. je sais faire son job, hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc déjà, ça m'a rassuré là-dessus. Et puis, ce qui était étonnant, c'est justement ces temps inutiles. Les Ouais. temps inutiles, ben, en fait, ils sont importants. On n'est pas nous, euh, des, euh, des, en production H24, quoi. Et Ouais. même, même Elon Musk, il n'est pas en train de produire de la valeur H24. C'est pas vrai. Tu vois, donc il y a forcément des moments où il pose, des moments où il parle avec des équipes, des moments où il s'installe en réunion. Il tire la chaise, il arrive, il ouvre son eau, il parle d'autres choses avec les gens que des choses purement dans la production. Ouais. Et je pense qu'il y a un gros, en tout cas pour ma part, euh, il y a une grosse souffrance de ça, c'est de dire, tiens, il faut que tous les temps soient complètement jointifs les uns avec les autres et qu'il n'y ait aucun temps mort, parce que Ouais. ça permet d'augmenter, parce que ça permet d'améliorer l'efficience, parce que machin. Ben oui, moi je comprends ce truc-là, si tu veux. J'ai comme la plupart de mes collègues et la plupart des gens qui font ce métier un cerveau qui tourne suffisamment vite pour arriver à comprendre cette organisation et à la mettre en place. Mais je me suis aperçu qu'un temps inutile, eh ben, en fait, il était utile. Et Ouais, qu'il ça. était utile à rien. Tu vois, le badinage, un truc qui sort de la consulte. Parce qu'en fait, quand je faisais payer les patients et que je me baladais au bureau de la secrétaire, et tout, bah, le ton changeait. Donc, il parlait plus au médecin, en fait, c'était fini. Et il parlait d'autre chose. Et nanana, 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 nanana. Et donc, et souvent à la fin, j'oubliais de leur donner l'ordonnance d'ailleurs. Parce que finalement, c'était vraiment ça partait souvent sur autre chose. Et ben, ce temps-là qui sert à rien, il est utile. Et je me dis, tiens, par exemple, je ne sais pas toi dans ta journée, si tu es tout le temps en production, en production, en Mhm. production, et que tu passes d'un dossier à l'autre, 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 il n'y a personne qui fait ça en fait, quoi. Même les chefs d'entreprise du CAC 40, ils font pas ça, quoi. C'est impossible. Et donc nous, on se demande à nous-mêmes de dire non, il faut que le mec, il arrive, il soit installé, complètement prêt, euh, et qu'on soit directement en train d'alterner des box avec des gens directement prêts pour ne faire que de la production efficace. Et c'est là où moi je me dis non, moi en tout cas j'ai atteint ma limite là-dessus, en disant ben non, j'ai besoin de ce temps qui sert à rien. Et d'ailleurs dans mon modèle, l'orthoptiste, elle verra son patient de A à Z,
enfin de A à X en fait. Moi, je le verrais de A à Z, c'est-à-dire que la réfraction, je la ferai en fait, parce que ce temps de réfraction qui est pas très long non plus, ben, il permet de faire autre chose en fait, il permet de parler d'autre chose avec les gens. Il y a du temps inutile. Et en fait, le temps inutile, ben, il faut savoir le prendre aussi, quoi. Il fait partie du boulot. Notre boulot n'est pas que du temps utile. C'est pas vrai, tu vois. Et vraiment, et je pense qu'il il peut pas y avoir, il peut pas ne pas y avoir de souffrance, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas de surmenage sur cette injonction de ton temps doit être efficace, sous couvert de c'est du temps médical privilégié. Non, c'est du temps de production. Donc c'est un, c'est une notion productiviste. Ah, c'est Et sûr. non, justement, prenons le temps. Prenons le temps. Et je suis sûr que si tu prends le temps, tu arrives à travailler plus de jours par semaine, en fait. Parce que, en fait, t'es pas en souffrance. Et tu arrives à le faire plus longtemps, tu arrives à sortir plus tard, machin. Ou pas. Mais en tout cas, si tu peux le faire sans avoir de difficulté à le faire. Tu vois. Et ce D'accord. côté joint avec les IVT, par exemple. Bah ouais, les IVT. Tu fais une IVT, le chant, le machin, le truc. C'est du temps qui sert à rien, c'est du temps où tu fais des, ben oui, ben c'est du temps qui sert un peu à rien. Oui, le patient rentre, sort. Mais après, les gens qui font 50 IVT dans la demi-journée et qui font que ça, je vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir de manière complètement indemne. D'autant que ton idée que tu nous donnes de la slow-phthalmo, finalement, est intéressante dans un contexte démographique où on sait qu'il va y avoir de plus en plus d'ophtalmos sur le marché. Et on le voit dans les grandes villes, hein, où ils ont du mal à remplir leurs agendas, pour les nouveaux en tout cas. Donc du coup, potentiellement, ça peut totalement trouver sa place. Ben écoute, j'espère que ça trouvera sa place, pas par dépit de ne pas Oui, arriver à remplir son agenda, mais par choix. De dire, mais en fait, pourquoi je remplis pas mon agenda? Ben, peut-être parce qu'il y a 150 consultations sur ton agenda, en fait. Tout bêtement, quoi. Donc, hum, tu vas voir, mais en 30, tu rempliras. Donc, tu oui, n'auras pas ce stress de je remplis pas. Et ne pas remplir, c'est une injonction extérieure qui va hum, te pousser à en faire plus. C'est une injonction très forte. Tu sais, tes collègues, ils remplissent, hein. Toi, tu remplis pas. Bon, c'est normal, tu débutes, on est dans une grande vie, on t'en veut pas. C'est une injonction qui est hyper violente, en fait. Donc, voilà, il y a vraiment un choix à faire et il faut assumer son choix en fait. Soit on fait le choix comme ça, soit on fait comme ça, mais en tout cas, dire qu'il y a plusieurs possibilités d'exercice. Parce que là, à l'heure actuelle, il y a un monopole de l'organisation type qui ne correspond pas forcément à tout le monde. Et qui d'accord, effectivement est comme ça. Dire tiens, tu remplis pas c'est tes bien. 70 places. Bah, évidemment, je les remplis pas, heureusement. Heureusement, tu vois. Ah, ça, Donc, bah, on le voit, il y a de tout, hein. Moi, j'ai vu des ophtalmos qui se régalent à voir 80 patients par jour, mais qui, hmm. par contre, vont prendre 12 semaines de vacances par an. Alors, c'est ce que tu disais, c'est ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'ils ne sont pas en train de remplir le vase et puis ils doivent avoir obligatoirement leur semaine par mois pour le vider? Est-ce que c'est vraiment très équilibré comme vie? On ne sait pas. Bah, ça dépend la notion de s'éclater, C'est comment ça. est-ce que tu l'interroges et comment est-ce que tu la juges. C'est vrai que si tu vas voir quelqu'un, alors, toi en plus, peut-être plus que moi je vais y aller avec des yeux de cocker, tout ça, mais toi si tu y vas avec une notion, avec un dynamisme qui caractérise une envie d'avancer et tout ça, peut-être que les gens qui sont en face de toi vont répondre aussi Ouais, à ça en disant, moi je suis très fier parce que regarde, j'en vois là, quoi, tu vois. ouais, ça. Donc il peut y avoir aussi ça, il faut interroger un peu plus loin et tiens, en fait, ton mariage, comment ça va et tes enfants, ça va et qu'est-ce que tu fais pendant tes semaines et à la fin de la journée, comment tu te sens? Tu vois, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, mais heureusement, il y a des gens à qui ça plaît, Ouais, évidemment. Après, voilà, souvent, les organisateurs de systèmes ne sont pas forcément ceux qui en souffrent, c'est-à-dire que dans les grands groupes, ceux qui vont organiser les plannings et qui vont pressuriser les autres ne sont pas ceux qui font le job, hein, in fine. Euh, mais ça, comme dans tout grand groupe industriel, hein, c'est normal. Tu vois, Lactalis, par exemple, a plus de suicides chez les agriculteurs qui fabriquent, qui élèvent les vaches, que dans leur cadre dirigeant. c'est sûr. Donc, ça sera la même chose pour nous. La pression sera du côté de la production. D'accord. Et donc, du coup, tu penses que cette réflexion que tu es en train de mener, par le biais également de cette étude, donc, hein, tu penses que, elle peut déboucher sur quoi? Tu as prévu quoi? Ou tu prévois rien d'ailleurs, et tu laisses venir monter en toi cette flamme?
Écoute, pour l'instant, je prévois rien. Ce que j'aimerais vraiment, moi, c'est d'arriver à trouver un écho auprès de, par exemple, de la SFO ou auprès des syndicats, qui est une prise de conscience que ben, il y a quand même eu un bouleversement d'organisation chez les ophtalmos. Euh, pour quelles raisons? Pour courir derrière le délai de rendez-vous. Je veux dire, mais les délais de rendez-vous, toutes les professions médicales sont exposées à l'allongement des délais de rendez-vous. Les ophtalmologues font quand même partie des spécialités dans lesquelles les urgences ne sont pas les plus vitales, hein. Il y a des urgences vitales, je ne dis pas ça, mais par rapport au cardiologue, par exemple, qui peut avoir des urgences vitales à très court terme, plus souvent que nous. Je veux dire, il y a pas, ils n'ont pas pris cette direction-là. Hein. On fait partie vraiment des rares professions, je trouve, à avoir pris une direction très éloignée de toutes les autres. Et ça serait bien, ouais, je serais vraiment très flatté et très heureux que, que, le- que des instances plus importantes regardent en tout cas ce type d'études et portent cette réflexion. Tu vois, de D'accord. dire, tiens, finalement, comment on va finalement? En vrai, comment on va, quoi? La question Ça simple, serait- finalement. La question simple. À laquelle on répond en général très bien et toi? Ouais, Alors ça que, va. bon, Non, c'est un grand miroir. Donc voilà, moi, ce serait ça, tu vois, qui me ferait vraiment plaisir, c'est de dire, tiens, ben, peut-être avec ça, on est arrivé à éviter des situations difficiles ou dramatiques. On est arrivé à faire prendre conscience à certains ophtalmos ben, de la direction qu'ils sont en train de prendre, qui leur correspond pas, qui s'éloigne trop de leur moi profond, comme tu dis. Euh, et d'arriver à faire naître ouais, cette espèce de réflexion sur son propre travail. d'accord. Ben, écoute, j'espère que le message est passé. En tout cas, tu en es l'artisan et je te remercie parce que c'est une vision qui est assez rare. En général, on va en effet, va booster la productivité, on va chercher, etc. Même si moi, dans mon métier, je t'avoue que c'est évidemment ce qu'on me demande souvent, hein, comment on peut améliorer la chose. Et parfois, l'amélioration, c'est la destruction de la productivité parce que ça peut améliorer, je dirais, le climat et ça peut améliorer la prise en charge du patient lui-même. Parce qu'en effet, c'est un peu comme en sport. Moi, je suis très très fan de course à pied et on le sait que pour pouvoir courir longtemps et progresser, eh bien, il faut minimiser le temps de blessure. Parce que pendant le temps de blessure, tu régresses en fait. Et donc, du coup, ça veut dire que pendant que tu t'entraînes, il ne faut pas dépasser les bornes parce que sinon, tu vas le blesser. Et donc, du coup, tu vas finir par régresser. Et c'est un peu la même chose finalement qui t'est arrivé. C'est qu'à vouloir en faire trop, ben, finalement, au bout d'un moment, ben, tu es obligé de t'arrêter. Et là, tu fais plus rien du tout. Et Mais oui. si c'est pour mieux se relever, pourquoi pas? Mais ça serait intéressant, effectivement, dans tes actions, que tu puisses commencer par juste un débrief sur Ouais, de personnalité, en fait, c'est tu ça. vois, et de réflexion là-dessus. Quelqu'un qui t'interroge sur je veux que mon cabinet fasse ci, ça, dire d'accord, ben, on va voir déjà qui travaille dans ton cabinet et quelles sont les forces en présence et quelles sont leurs perspectives de vie. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut arriver à respecter, à tolérer, et que le travail vienne renforcer ces perspectives-là, mais qui ne s'éloignent pas trop et qui fassent pas quelque chose qui casse à la fin. C'est ça. C'est vrai que tu en as parlé et c'est vraiment extrêmement important que les jeunes comprennent que de toute façon, leur carrière ne sera pas linéaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas décider que tu veux travailler de telle façon au début et tu vas pas travailler comme ça toute ta vie. C'est pas possible. Donc il faut vraiment créer une organisation qui soit flexible et savoir quel est le degré de toi que tu as envie de mettre dedans. Parce qu'il y a des ophtalmos qui disent, OK, non, moi, il y a des organisations qui ont été créées avec 5, 10 ophtalmos, elle me va très bien, je rentre, je choisis, je travaille 3 jours par semaine, 2 jours ou 4 jours, je fais ce que je veux quand je veux, je participe aux décisions globales, mais en même temps, si je suis pas là, c'est pas dramatique, ça continue à avancer, et puis d'autres qui veulent mener un projet entrepreneurial, c'est comme ça, et en tout cas, il faut l'entendre, en effet. Oui, le projet entrepreneurial, il est beau, hein. C'est super d'avoir son cabinet. C'est aussi une liberté qui est énorme. Mais du coup, il faut arriver à prendre cette liberté et dire, bah, tiens, je fais un cabinet à mon image ou à l'image des gens qui travaillent dedans. Et donc, voilà, j'ai pas honte de cette image, je la valorise et c'est ça. Donc, soit je rentre dans une organisation qui me plaît, ça c'est clé en main, et si je suis content, tant mieux. Soit j'ai un moteur qui me dit, non, vas-y, fais quelque chose de différent, essaye, cogne-toi au mur, essaye de voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, ben, je m'interroge en même temps sur qui je suis. Mais tu sais, j'ai fait une formation aussi sur les startups et les startupeurs ont déjà
intègrent déjà ça dans leur modèle, dans leur ADN, dès le départ. Qu'est-ce que je mets dans ma boîte et qu'est-ce que je veux y mettre de temps personnel dans ma boîte? Comment est-ce que je me considère? Quelles sont mes aspirations à moyen, court, long terme? Et est-ce que c'est compatible ou pas? Et on disait beaucoup, attention, si c'est pas compatible, cherchez pas à le rendre compatible, ça ne sera pas. C'est ça. Donc il y a un moment, il y a des fenêtres de tir qui rendent les choses compatibles. Des fois, c'est bien, et des fois, la fenêtre n'est pas là. Donc il faut savoir le faire. Et pourquoi pas la Sloftalmo, néologisme, signé Alexandre Philippone. Merci beaucoup pour cet entretien. Écoute, À ton retour, j'espère qu'on pourra se voir. Je sais pas si tu seras à la SFO cette année. avec grand plaisir, oui. Super, ben écoute, on se voit et puis les gens qui veulent te rencontrer, qui n'hésitent pas à te contacter par LinkedIn notamment, et puis pourquoi pas faire avancer ce beau projet en tout cas, qui change un petit peu de ce qu'on peut voir au quotidien, basé basiquement justement sur la productivité et sur et le remplissage. Très bien, merci Alexandre, à bientôt. Merci Sébastien, à bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas, je remercie Alexandre de s'être livré pour que tout le monde comprenne que la santé mentale concerne également les ophtalmologues. Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.